Attention, l'épisode du jour est rempli de formes neutres. Si vous êtes un masque fragile ou un macroniste, cet épisode n'est définitivement pas fait pour vous. Pour les autres, on s'excuse de n'avoir pas pu rendre audibles les points médians. Bonne écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on joue tout au féminin quand on y pense. Alors bonjour Thomas. Bonjour Alice. Avant de commencer, il me semble qu'on a un errata à faire sur le précédent épisode. Oui, effectivement, je me suis trompé sur une petite donnée juste chiffrée, ce qui n'est pas dramatique, mais bon quand même. En fait, j'avais dit la dernière fois que les rôles, les métiers, nous donnaient 2 expertises et qu'on en tirait une 3e sur la table. En fait, les rôles nous donnent 3 expertises, donc ce qui nous amène à 4 expertises au total avec l'expertise complémentaire, voilà. C'est toujours bien de rester dans le détail. C'est vrai. Donc ceci étant fait, comment vas-tu ? Ben écoute, ça va. Cette fois-ci, c'est chez moi qui fait moche, alors peut-être que chez toi aussi, Oui, cela aussi. dit. Je peux raconter tout de même que j'ai eu, comme prévu, cette nouvelle partie de Space Horror Stories en présence d'Aldam 6, où j'ai pu tester donc une nouvelle menace. C'est donc la 2e menace du supplément que je connais, qui était très cool. Petite préférence pour la première, mais ça va, c'est pas bien grave. Et puis j'ai discuté avec lui, donc je suis au courant un petit peu d'une 3e menace inspirée d'un certain film que je t'ai recommandé récemment, mais on ne peut pas dire lequel, puisque ce serait un petit peu gâché. Ça donne envie en tous les cas. Pour ma part, quand même, pour répondre sur le mauvais temps, là où je suis, on est dans la bordure tout à fait extérieure, ça va un peu près de la tempête. Et oui, c'est vrai qu'il y a la tempête en Bretagne, c'est vrai. Donc ça va jusqu'à la région centre, mine de rien. Voilà. Et oui. Et puis sinon, du coup, toujours à la tisane, hein. Et puis ce coup-ci, j'ai quand même fait un peu les choses. J'ai pris une tisane avec plein d'ingrédients qui viennent un peu de loin. Parce que la vérité est ailleurs, et donc si la vérité est ailleurs, ma tisane aussi, il n'y a pas de raison. Alors, je comprends pourquoi tu dis ça, mais c'est quand même pas très écologique tout ça, hein. Ça n'encourage pas le circuit court. C'est vrai. Tu es cancel, c'est vrai. Alice, voilà. C'est la fin de l'épisode, Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Non, j'ai même pour te dire, j'ai même ressorti ma tasse en forme de Tardis, hein, pour le coup, pour la mettre dedans, parce que, comme j'avais parlé la dernière fois, le jeu de rôle dont on va parler rappelle beaucoup les formats de séries télé. Et oui. Alors, bon, de quel jeu s'agit-il ? Tu pourrais me demander, dépendant d'impatience. Mais de quel jeu s'agit-il, Alice te demande, débordement Je te d'impatience. remercie. Je t'en prie. Il s'agit d'un jeu qui se prête autant à la campagne qu'au one-shot. C'est un jeu d'enquête sur des phénomènes surnaturels qui se joue exclusivement avec des D6 et dont le nom est issu d'un format de série, justement. Alors, en termes d'œuvres qui pourraient utiliser ce système, alors, comme subtilement référencé dans mon introduction, les séries d'X-Files ou de Doctor Who me viennent instantanément à l'esprit. Je n'aurais pas pensé à Doctor Who, mais c'est vrai, hein. Mais aussi Charmed, en l'occurrence, ou histoire de changer de média en termes de jeux vidéo, j'y ai réfléchi, la série des Professeurs Layton. Ah, mais oui, bien sûr, c'est vrai. Totalement. Et, alors, je te jure, j'ai pas pété une durite, les jeux Ace Attorney. Ou du moins les jeux Ace Attorney s'il y avait du surnaturel. Oui, non, mais je comprends, ouais, d'accord, ouais. Ce qui est le cas du crossover avec Professeur Layton, d'ailleurs. Tu sais d'ailleurs, c'est rigolo que tu dises ça, parce que hier, je lisais un webtoon où il y a à un moment une très grosse référence à Ace Attorney et à Détective Conan. C'était plutôt marrant. J'ai hésité à t'envoyer des screens, parce que franchement ça m'a trop fait penser à toi. Le webtoon s'appelle Lookism, il est super cool. Et c'est à noter. Mais en parlant de surnaturel, la série Supernatural fonctionne aussi. Naturellement. Et pour changer de ton, Scooby-Doo. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, Scooby-Doo, absolument. Et j'ai gardé évidemment le meilleur. On l'attendait venir pour quiconque et avait deviné, ça semblerait bizarre que je l'ai pas nommé, Buffy contre les vampires. Buffy, évidemment. Buffy contre les vampires. Oui. Une fois que j'ai fait cette liste, quand même, je me suis rendu compte que dans le manuel de base, il y avait des exemples. Je donne quand même 3 qui me semblent pas mal pour changer. La série Fringe, qui est citée dans le manuel comme une inspiration. Je ne l'ai pas vue, mais il paraît, ouais. Elle est excellente. Le film Alien,
Et ça m'a fait rire parce que du coup, ça fait 2 fois coup sur coup que le film Alien est cité en exemple. On s'y attendait pas forcément, mais c'est vrai. Mais je le citerai pas la prochaine fois. Et en roman, les romans de la laverie. Ah oui, bien sûr, la laverie, excellent. Mais donc la laverie a son propre JDR, c'est quand même à noter, mais c'est un peu plus Delta Greenesque que ce dont tu vas parler aujourd'hui. D'ailleurs, je peux faire ma proposition, c'est le Monster of the Week dont on va parler. C'est totalement Monster of the Week. Eh bien, je ne savais pas que c'était le nom du format d'une série télé. Eh oui, parce que donc Monster of the Week, ou Monstre de la semaine, du coup, en français, c'est le nom qui est donné aux séries qui sont pas à suivre ou semi pas à suivre, qu'on peut regarder dans n'importe quel ordre, et qui souvent contiennent une menace inédite par épisode, qui se résout à la fin du 10 épisodes. Un monstre par semaine. D'accord. Qui, il me semble, ça ce serait à vérifier, mais qui, il me semble, est un terme qui a été créé par les fans, justement, suite à la série X-Files, il me semble. Je crois. L'un des trucs que j'ai beaucoup aimé sur X-Files, personnellement, en tous les cas les premières saisons, c'est que, outre la menace en tant que telle, il y a aussi ce rapport d'opinion entre Mulder et Scully, entre Mulder qui est parano, j'utilise les termes de Monster of the Week justement, qui est parano à voir toujours sur la toile partout, et Scully qui est d'un scepticisme qui défie les lois de la physique, qui va toujours trouver une explication rationnelle à peu près tout. Eh bien justement, c'est un nom dans les tropes télé, c'est le syndrome de Scully. C'est quelqu'un, j'adore jouer ce genre de personnage, c'est quelqu'un qui essaye à tout prix de trouver une explication rationnelle, très alambiquée d'ailleurs, souvent, mais rationnel à des phénomènes clairement surnaturels. C'est ça le syndrome de Scully. Donc Monster of the Week, c'est un jeu de rôle qui a été écrit par Michael Sands et qui a été publié en 2012, pour situer. À la fin du monde, donc. À la fin du monde, total. Enfin, du premier en tous les cas. Mais ça, je crois qu'il faut... Je crois qu'il faut plus le dire, ça. Non, depuis le Covid, de toute façon, à mon avis, on a changé de date pour la fin du monde. Monster of the Week, c'est quoi? C'est une équipe de chasseuses, du coup, de monstres. Et encore, dans le manuel de base, on voit bien ce côté chasseuse, parce qu'il y a vraiment cette idée de le monstre doit te tuer à la fin. Personnellement, je pense que ça peut être plus intéressant de temps en temps que la situation se résolve de manière différente que juste taper. Bon, ça après, ça dépendra des tables. Ah oui, ça dépend même complètement de la composition de la table et comment tu crées ta table et ton équipe, qui compose le groupe, parce que franchement, t'as des livrets qui sont littéralement dédiés à ça, quoi. Moi, personnellement, la campagne de Monster of the Week que j'ai fait jouer en tant que gardienne, même si elle n'est pas allée jusqu'au bout, la deuxième saison qui n'a pas pu être jouée mais qui était prévue et qui était écrite, j'avais Undertale dans mes inspirations. Inutile de dire que si les joueurs n'avaient fait que résoudre les choses en frappant, la fin de saison aurait été rude. Très rude. Et donc, du coup, voilà, les chasseuses doivent enquêter sur des phénomènes paranormaux. Vraiment, Supernatural, X-Files, tout ça. Et donc, résoudre la situation, c'est surtout ça. J'y pense, il y a Teen Wolf aussi, qui est très cool comme série qui pourrait servir d'exemple. Qui est très cool, mais très mal écrite. C'est ce que j'allais dire, c'est une série que j'avais commencé à regarder très peu et mon esprit a voulu l'oublier. Je ne sais pas pourquoi. Non, je comprends. Moi, il me reste 10 épisodes. Un jour, je les verrai peut-être, mais ça fait plus de 2 ans que je suis en pause, parce que c'est un peu compliqué. L'écriture est vraiment, ça se fout de notre gueule. Alors, histoire quand même de situer, je vais lire vite fait le paragraphe d'introduction quand même du coup de Monster of the Week, qui décrit assez bien la situation. Beaucoup de gens ne croient pas aux monstres, mais ils se fourrent le doigt dans l'œil. Quand un type réalise que les monstres existent bel et bien, c'est généralement qu'il est sur le point de se faire becter. Certains sont néanmoins assez méchants, malins, cinglés ou remontés pour s'en sortir. Et parmi ces survivants, il y en a toujours pour partir en croisade contre les monstres. C'est là que vous entrez en scène. C'est peut-être vous qui tenez contre vents et marées et protégez votre ville natale de tous les maux qui s'y abattent, à moins que vous ne preniez la route pour les traquer partout où vous trouvez leurs traces, que vous ne disposez de pouvoirs magiques nécessaires pour les affronter d'égal à égal, ou que votre nom ne soit apparu dans une prophétie vieille de plusieurs milliers d'années. Une chose est sûre, vous n'êtes pas prêt de retrouver votre ancienne vie pépère. Ça donne le ton. Voilà, ça annonce à minima le ton dans lequel était Michelson quand il a écrit. Niveau mécanique, Monster of the Week c'est un PBTA. Donc Power by the Apocalypse, donc c'est bien, on va pouvoir parler des PBTA. Oui, c'est sûr, et puis on en reparlera. Mais c'est bien de commencer par Monster of the Week parce que ça fait partie des PBTA qui sont le plus by the book, je trouve. Et puis c'est aussi un des plus connus, parce que personnellement, moi je connais personne qui ait joué à Apocalypse World, voilà. Moi non plus. Mais disons qu'il reprend tous les éléments du framework, parce que justement, PBTA, c'est un framework qui a été créé par Megai Baker et Vincent Baker en 2010, donc pour le jeu Apocalypse World, comme tu l'as cité.
Et donc les caractéristiques de base des PBTA, c'est notamment que chaque PJ a une classe qu'on nomme livret. Chaque livret donnant accès à ce qu'on appelle des manœuvres, qui sont toutes les actions qui sont faites par les PJ, dont la nature pour le coup dépend vraiment du jeu. On va aller plus en détail quand on parlera du cas de Monster of the Week. Oui, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il me semble qu'en VO, c'est move, les manœuvres. C'était traduit par manœuvre en français, que au mouvement, c'est vrai que ça aurait été C'est un pas peu très heureux. bizarre. Ouais, C'est pas très un peu heureux. connoté. Mais manœuvre, je trouve que ça fonctionne, mais c'est un peu pompeux quand même. Oui, bah maintenant c'est un terme que j'ai vraiment ancré comme un terme de PBTA, toi. Comme j'ai des Ouais. termes techniques en informatique, pour moi manœuvre, je le prends plus dans son sens. C'est le Ouais, je mot vois. de PBTA. Et sachant que là, pareil, on va revenir dans le détail, mais il y a deux types de manœuvres. Il y a les manœuvres de base et les manœuvres spécifiques à délivrer, bien sûr. Il y a aussi le fait que l'intégralité des jets de dés sont sous la forme de D6 plus carac, les caractéristiques pouvant aller de -1 à +3, et pouvant se résoudre sur 3 issues possibles. 6 moins, dans ces cas-là c'est un échec. 7 à 9, c'est une réussite partielle, bien que la notion de réussite peut varier d'un PPTA à l'autre. Parfois 6-9 c'est juste un moins pire échec. Et 10+, qui est une réussite totale, tant que ce soit possible. Et puis tu vas avoir t'as les réussites exceptionnelles Oui, sur ça va être du 12+. 12+. Mais qui est moins universalement présent. Oui, tout à fait, mais ça existe dans Monster of the Week, quoi. Oui, tout à fait. Et le nombre de caracs est souvent de 5. Et la somme totale des caractéristiques en début de campagne est souvent de 3. Ça pareil, ça se retrouve souvent. Sachant que, at the end of the day, les seules choses qui sont vraiment essentielles qu'on retrouve dans l'intégralité des BPTA, c'est le 2d6 et les 3 issues possibles avec 6 moins, 7 à 9 et 10+. C'est vraiment le cœur entier. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans le libreté, si je dis pas de bêtises, ils ont inversé en fait. C'est-à-dire la réussite parfaite c'est entre 7 et 9, et la réussite partielle c'est 10+. Parce qu'en fait, tu as la possibilité de miser des points qui t'augmentent en fait ton jet, c'est la bille noire, tu peux miser des points. Et du coup, ça augmente ta réussite, ce qui fait que tu réussis trop quand tu fais 10 à plus. Donc ça a des conséquences négatives, et c'est très cool. J'aime bien l'idée, et c'est un peu l'idée, c'est ce que j'appelle l'effet, personnellement, vu l'ordre dans lequel j'ai découvert les jeux de rôle, c'est ce que j'appelle l'effet Cthulhu Dark, un peu. Oui, je vois le trop de réussite. 6 en investigation. Ouais. Ouais. Voilà. Mais pareil, alors ça on en reparlera aussi, mais parfois c'est exceptionnel, par exemple dans Masque, c'est le même ordre, sauf quand tu te prends des coups où c'est l'inverse. On peut faire un 6 moins. C'est vrai, il faut faire le plus bas possible pour ne pas avoir de conséquences négatives. Parce que les coups que tu te prends s'ajoutent, c'est ça Oui, je crois, enfin les états émotionnels dans lesquels tu... Oui, c'est ça. Les états émotionnels que tu as s'ajoutent à ton jet, donc il faut faire le plus petit possible. À noter aussi avant d'enchaîner que le ton des parties peut être variable. C'est quelque chose qui doit être décidé en session 0, mais peu importe... Oui, tu mentionnais Scooby-Doo tout à l'heure. Voilà, mais justement, peu importe la variation de ton, on est quand même, à la base, après on en fait ce qu'on en veut, mais à la base on est quand même face à des chasseurs qui sont en mesure de faire face aux menaces. On est à la base pas face à un système qui va nous faire perdre tout sens de la réalité face à la grandeur écrasante de Cthulhu sous sa forme réelle. Non, effectivement. Les PJ sont des héros. Moi, je dis toujours ça, en fait, quand quelqu'un crée un jeu de rôle ou machin, la première question que je pose, c'est est-ce que les PJ sont des gens normaux? Est-ce que les PJ sont des héros? Ou est-ce que les PJ sont moins forts que des gens normaux? Parce que ça peut aussi être intéressant, ça. Aussi. Les chasseux. On va commencer par parler de ça. Donc les livrets, il y a 12 livrets de base, donc ce qui est déjà une bonne base. Hein. Alors en termes de livrets de base, on a des profils qui varient de l'élu de la prophétie, Buffy, au hasard, voilà, à l'espère qui sait comment qui sait utiliser les monstres et tout ça, ou l'entité divine qui est une force supérieure qui vient pour accomplir une mission. Là, ça peut être par exemple Léo dans le Charme, typiquement. Ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Non, ce n'est que l'entité divine, bon, en général, c'est quand même plutôt bourrin au niveau martial, censément. Après, tu peux le faire autrement. Effectivement, c'est vrai que tu peux faire un Léo avec les capacités du divin. Disons que il y a les inspirations qu'on peut retrouver et effectivement les outils que permettent tout ça. Pour en citer quand même quelques-uns d'autres que je trouve intéressants, il y a l'impossibilité de jouer un monstre, qui est du côté des gentils. Oui, donc ce serait Oz ou Spike, hein, d'ailleurs, dans Buffy. Tout à fait. Oz, il reste pas très longtemps. Angel aussi, dans Angel. Ouais. Angel est cité comme un exemple par rapport à Buffy. Hein.
Mais donc voilà, tout ça déjà c'est les livrets de base, donc déjà il y a de quoi faire. Mais en plus il existe des livrets complémentaires qui sont officiels, hein, donc déjà en rajoutent encore plus. Là, et puis pour vous dire que déjà rien qu'avec les livrets officiels, il y a quand même de quoi faire. On a quand même parmi les livrets officiels le Luchador, enfin la Luchador quand même. Ah oui, un livret extraordinaire, j'aurais adoré la Très précis quand même. Ou encore évidemment la gamine Funard, on a cité Scooby-Doo. Et en plus de ça, il y a évidemment pléthore de livrets non officiels qui ont été créés par la communauté. C'est un truc que j'apprécie beaucoup avec les PPTA, c'est que le format livret appelle beaucoup à faire ses propres livrets. Un livret, en l'occurrence en termes de format, c'est une feuille recto-verso format paysage. Il y a 3 colonnes par côté, donc 6 en tout. Et je vais situer les colonnes pour pouvoir parler un peu de ce qu'il y a dessus. Un truc, chaque livret doit être unique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir 2 professionnels dans un même groupe, par exemple. Pour la simple et bonne raison que si quelqu'un dans le groupe est professionnel, c'est pas un professionnel, c'est la professionnelle. C'est quelque chose qui est très important parce que justement, les protagonistes sont des héros, des héroïnes, ils sont l'archétype qu'ils incarnent, ils sont uniques. Même si dans la plupart des jeux de rôle, les gens naturellement essayent de pas doubler les classes, typiquement, ça reste faisable. Dans Monster of the Week et dans les PPTA de manière générale, c'est interdit. C'est contraire à l'esprit. Donc la création de Chasseux se passe comme suit. Ça a été compliqué à écrire parce que je me dis c'est facile à faire, mais quand tu l'expliques ça fait lourd. Alors qu'en fait c'est très simple, c'est très simple en vrai. Très souvent comme ça, il y a plein de jeux de rôle où je trouve hyper simple. Dès que je vais les expliquer, je dis bon, vous allez comprendre en jouant. Donc la création, tout d'abord, ça se passe dans la 2e ou 3e colonne du recto. Alors je mets les deux d'un coup parce que vu que sur certains livrets il y a des illustrations, parfois ça décale. C'est tout con, mais voilà. Donc on retrouve une colonne qui est dédiée à la mécanique spéciale du livret quand il y en a une, mais il y en a souvent une. Typiquement, l'élu par exemple a une destinée qui donc a écrit un destinée, ça va être préciser comment la destinée a été découverte, quels sont l'héroïsme lié à cette destinée-là. Donc ça peut être de faire preuve de sacrifice, ou ça peut être d'avoir des alliés cachés quelque part, ça peut être plein de choses. Et puis aussi des ruines, donc qui sont des choses plutôt négatives comme de l'échec, voire la mort potentiellement, ou le doute, ce genre de choses. Donc ça par exemple la mécanique de l'élu. Et donc par exemple l'épouvantail, sa mécanique spécifique c'est son côté obscur, plutôt ses côtés obscurs, c'est-à-dire que va avoir des choses, alors ça à choisir, ça peut être luxure ou violence ou hallucination, ce genre de choses, et la gardienne va pouvoir activer ses côtés obscurs pour pouvoir un peu mettre des bâtons dans les roues, rajouter du dramatique, du narratif, par exemple. Tous les livrets n'ont pas de mécanique spéciale, mais la plupart en ont. Ça peut être aussi quelque chose de concret. Là j'ai oublié de le noter, je me souviens plus quel livret c'est, mais je pense que tu vas m'aider. Il y a un livret qui a accès à un repère. Alors, un repère, il y en a plusieurs. L'expert, en l'occurrence, il y a accès. L'expert que et il y en a, il me semble, un autre. Je me demande si c'est pas le parano. Mais oui, si, c'est ça. C'est ça. L'expert et le parano. Qui ont accès à des repères, donc c'est du concret, c'est de l'équipement avec des choses dedans. Ça peut être soit un super laboratoire ou une bibliothèque des ombres. Armes, une bibliothèque. Ouais. Possible. Quand il y a des mécaniques spéciales, ça peut prendre des formes diverses. Et puis du coup, la 3e colonne, qui elle est destinée aux manœuvres, aux fameuses manœuvres. Donc les manœuvres, c'est les actions de classe, hein, pour prendre un terme plus générique. Dans tous les livrets, à la création, on sélectionne 3 manœuvres dans la liste, sachant que certains livrets, beaucoup de livrets en vrai, ont des manœuvres qui sont sélectionnées par défaut. Oui, c'est des manœuvres spécifiques de livret. C'est ça, qui sont nécessaires. L'élu, par exemple, a 2 manœuvres qui sont déjà choisies par défaut, et donc du coup, à la création, on n'en choisit qu'une seule en plus. Après, au verso, on a une première colonne dans laquelle on choisit l'équipement de l'Ichasux. Donc souvent, c'est des armes, mais pas que. Il y a toujours au moins une arme. Et puis parfois, il y a d'autres types d'équipements. Il y a aussi d'ailleurs de l'espace pour rajouter l'équipement qu'on récupère en contrepartie, d'ailleurs, à cet endroit-là. La 2e colonne du verso, pour le coup, ce qui est celle qui est vraiment axée création, elle comprend d'abord des éléments d'apparence, donc en termes de genre, en termes d'habit ou de posture, souvent les 3 d'ailleurs. Vous voyez la mention utile. Sachant que, moi comme j'ai tendance à dire, c'est des indicatifs. Faut pas se laisser bloquer par ça. Il y a aussi les blocs de stats, parce que pour le coup la répartition des stats n'est pas libre.
Pour chaque livret, il y a 5 combinaisons de stats qui sont proposées, toujours avec une somme de 3, et qui sont quand même assez variées, pour le coup. Ah oui, ça c'est vrai, c'est très C'est varié. très varié. Il y a quelques rares exceptions, mais qui sont souvent dans le positif. Par exemple, le livret magicienne, tous les blocs de stats possibles ont toujours plus 2 en bizarre, toujours le max en bizarre. Bizarre qui sert à faire la magie. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui sont fixées, qui sont quasiment obligatoires en termes de blocs de stats, c'est souvent quand il y a une statistique qui est toujours au max. Parce que oui, les statistiques dans Monster of the Week, comme dans les PBTA de manière générale, peuvent aller de -1 à 3, mais à la création, en début de campagne, les stats n'iront jamais plus loin que plus 2 pour le coup. Oui. 3, c'est réservé à l'amélioration. Enfin, et donc là on arrive à la fin de la colonne et de la création. Une fois que chacun et chacune a fini tout ça, on fait un tour de table, chacun présente son Chaseux, puis on refait un tour de table et chacun choisit pour chaque autre Chaseux à la table, parmi la liste écrite dans le livret, un lien qu'elle a avec chacun et chacune. Donc les liens, ça peut être vous êtes des parents proches, ça peut être il est destiné à être votre mentor, ça peut être pour les gens qui viennent d'ailleurs, c'est votre, alors je sais plus comment c'est formulé, mais c'est à cette personne-là que vous vous référez pour comprendre les coutumes terriennes. Sachant que ça peut être des liens qui sont plutôt dans l'animosité ou dans un passé qui est pas forcément bénéfique, positif. Ouais. Peut avoir des conflits de base. Bah, ça permet de mettre du drama autour de la table dès le début, en positif ou en négatif, c'est super intéressant. Tout à fait. Et donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, la création est faite. Alors, tu me diras, il reste 2 colonnes dont on n'a pas parlé. La première et la dernière, et c'est notamment parce qu'elles n'interviennent pas dans la création, je vais en parler maintenant. Dans la première colonne, toute première du recto, c'est ça, il y a le nom du livret, un petit texte de présentation, et c'est aussi là où les statistiques sont mises en tant que telles. Donc ça va être l'occasion de parler des stats vite fait, qui sont au nombre de 5, et qui sont toutes rattachées à des manœuvres de base. En statistiques, on a d'abord charme, qui est donc le charisme et la capacité à communiquer du personnage, de la chasseuse, qui est connecté à la manœuvre de base manipuler quelqu'un. Ça semble assez naturel, donc utilisé pour amener insidieusement quelqu'un à faire quelque chose pour vous. Il y a la caractéristique cool, qui reste cool en français, on notera. Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, le podcast de D6 plus cool. 2D6 plus cool. Depuis le début, quand je dis que les PPTA c'est 2D6 plus carac, je me retiens de pas dire que c'est 2D6 plus cool. Cool qui est donc le sang-froid, grosso modo. La capacité de faire preuve de sang-froid, qui est connecté à 2 manœuvres de base qui sont donc agir sous pression, qui est utilisé dans le cadre d'une action difficile, qui est, je pense, de toutes les actions de base, celle qui va être le plus souvent provoquée par la gardienne. Ah bah c'est super fourre-tout en plus. Oui, parfois c'est le côté des chasseurs qui vont dire tiens, je vais utiliser cette manœuvre-là, en expliquant comment elle l'utilise. Oui. Agir sous pression, c'est souvent la gardienne qui dit tu me fais un jet d'agir sous pression, du coup, vu que c'est en situation de stress, de difficulté en tous les cas. Mais effectivement, c'est fourre-tout parce que, vu le format narratif, les chasseuses vont être souvent sous pression. En fait, c'est l'un des intérêts. Non, mais c'est surtout quand il y a une action, tu sais pas trop dans quoi la faire rentrer, c'est agir sous pression en fait. Quoi. Parce qu'il me semble que selon l'esprit des PPTA en général, c'est pas vraiment aux joueuses de décrire, de dire je déclenche cette manœuvre, je fais ça, mais normalement la joueuse décrit son action et c'est la maîtresse de cérémonie qui dit ok, tu me fais un test d'agir sous pression, de casser la gueule, de manipuler quelqu'un. C'est totalement le format de base. Après, avec l'expérience, ça vient de soi. Oui. C'est normal. Dire... Et puis c'est compliqué en tant que meneuse de dire oui attends là du coup c'est l'action de ton livret machin et tout. Non, c'est compliqué. Pour les actions de base pourquoi pas, pour les actions de livret ça devient galère quoi. Claire. Pour les actions de livret j'ai toujours pensé que c'était quand on y pense mais ça peut être aussi à la responsabilité. De toute façon c'est une mentalité que j'ai pour le jeu de rôle de manière générale. C'est à la responsabilité d'une personne donnée de connaître ce que son personnage est censé être capable de faire. Ensemble. À Héros et Dragons, je dis moi par contre je mémoriserai pas tout ce qui est sur vos fiches, donc je vous fais confiance pour pas me dire n'importe quoi. Par contre si vous oubliez de me dire un truc, vous oubliez de me dire un truc. Tant à ta décharge dans ce contexte-ci, Héros et Dragons, qui est donc, pour ceux qui l'ignorent, la version française à l'époque de Donjons et Dragons. Même 3 versions françaises qui devaient exister de Donjon 5. De Donjon 5, c'est un système qui est un peu plus velu. Alors, on peut beaucoup plus. Des sorts 3.5, le nombre de poils, là, c'est de l'hirsutisme, complètement. Voilà.
Mais disons que comparativement à PBTA, Bien sûr, on respire. bien sûr, tout à fait. Mais et puis même de toute façon, ça peut être une discussion. Je l'ai pas vécu dans Monster of the Week, mais je l'ai vécu pour Mask, par exemple, qui est un autre PBTA dont je vais pas mettre tant que ça de temps à vous parler. Oh alors, se on le ne dise. spoil pas comme ça, c'est n'importe quoi. J'ai pas dit quand. C'est vrai, t'as dit dans pas longtemps. Déjà longtemps. C'est pas le prochain. Très bien. C'est arrivé de faire une pause, d'avoir une action qui était enclenchée par quelqu'un à la table et qu'on fasse une pause. Oui, mais alors quelle est la manœuvre qui va le mieux correspondre? Eh oui. En regardant les effets que ça a, qu'est-ce qui correspond le mieux? Bah, c'est vrai, on va rester dans la discussion générale du PBTA, du coup c'est peut-être pas le meilleur moment pour ça, mais c'est vrai que c'est très narratif et en même temps très codifié le PBTA. C'est-à-dire qu'une action peut avoir plein de conséquences différentes possibles. Bon, je prends l'exemple de casser la gueule. Quand tu fais une réussite partielle ou supérieure, tu peux dire la personne perd un objet important, par exemple. On perd quelque chose d'important, c'est pas un objet. Quelque chose. Le wording est très important dans le PBTA. Et oui. donc tu pourrais t'en servir pour dire je lui fais perdre l'équilibre. Par exemple. C'est à la fois très codifié et à la fois très narratif. Donc c'est vrai que des fois, quand on veut faire une action qui est pas du tout dans les clous, c'est très compliqué de savoir à quoi ça correspond. Alors, dans Monster of the Week, globalement, ça va être agir sous pression. Oui. Mais c'est pas le cas pour tous les PBTA et pour toutes les actions. Oui, parce qu'en plus, alors je n'ai pas pris sous la main le descriptif complet, mais agir sous pression de mémoire, agir sous pression sur un 10+, c'est vous réussissez votre action. Du coup, c'est assez pratique quand il n'y a rien d'autre qui correspond. C'est pour ça que c'est quand même une des actions les plus fourre-tout du jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que le podcast c'est de Dead 6 plus cool, parce que c'est le jet qu'ils ont le plus fait. C'est vrai. Deuxième manœuvre de base qui est connectée à cool, justement, donner un coup de main, qui est utilisé pour apporter son aide à une autre chasseuse, en l'occurrence. Sachant qu'on rappelle que les manœuvres de PPTA, ça peut être un échec, et un échec c'est jamais neutre, donc faire attention avant de lancer cette manœuvre. Oh, vous vous exposez au danger, ou vous rendez les choses pires, voilà, c'est pas grave. Voilà. Après, une autre caractéristique, c'est futé, donc voilà, ce qui est la sagesse un peu du personnage. Deux manœuvres de base, une fois encore. L'une qui va être, pareil, une qui va être très employée, enquêter sur un mystère. Oh oui. Quand il y a une manœuvre dont le nom est littéralement ce qu'on pourrait utiliser pour résumer le jeu de rôle, c'est vrai. Il y a des chances quand même qu'on s'en serve. Enquêter sur un mystère, d'ailleurs, sur lequel je vais faire une petite parenthèse de secondes, parce que ça fait partie de ces manœuvres de base d'un format bien particulier, je trouve, qui sont les manœuvres à réserve. C'est-à-dire que c'est une manœuvre, si vous réussissez, que ce soit une réussite partielle ou totale, vous avez ce qu'on appelle 1 ou 2 de réserve. Cette réserve, dans le cas d'enquêter sur un mystère, par exemple, ça va être, vous pouvez maintenant ou plus tard, d'où l'effet de réserve, poser une question à la gardienne sur le mystère, parmi une liste donnée, la liste en l'occurrence d'enquêter sur un mystère étant que s'est-il passé ici, de quel genre de créature s'agit-il, que sait-elle faire, à quoi est-elle vulnérable, y a-t-il quelque chose de caché ici, trouver objet caché, pas du tout. que voulait-elle faire, etc. Et c'est une mécanique assez intéressante que je trouve on ne retrouve que en PBTA. Je vais jamais trouvé ailleurs. Parce qu'il y a une fois encore ce côté à la fois très libre et en même temps très formaté, on va dire. Oui. Et qui, pour avoir fait les deux côtés, est au début, je préviens tout de suite, assez déstabilisante en tant que gardienne. Ah, complètement. Moi, en tant que gardienne, franchement, je sais que le PBTA, c'est pas... Enfin, j'ai pas encore pris mes repères. Je reparlerai à d'autres moments. Notamment quand je parlerai du jeu de rôle où Angel est un parfait parangon de ce que c'est. Ils m'ont one-shot mon boss avant qu'il soit sorti de son truc, quoi. Ouais. Voilà. Non, parce que imaginons quand on est habitué au jeu de rôle dit tradi, que ce soit en les ayant en jeu ou pas, parce que moi typiquement j'ai fait du PPTA assez rapidement par rapport à mon expérience de jeu de rôle, mais avant de commencer le jeu de rôle j'avais quand même l'idée, donjon, dragon, tout ça, éventuellement Call of Cthulhu pour changer, mais voilà. Quand on est habitué à du donjon par exemple, ou des choses similaires, et qu'on crée un mystère, qu'on crée un scénario comme ça un peu et que au bout de 5 minutes de jeu, après le premier enquêté sur un mystère, il y a quelqu'un à la table qui dit « D'accord, c'est quel genre de créature ?» et que tu es obligé de répondre précisément quel genre de créature c'est, tu dis mais c'est pas grave en vrai. Faut juste se mettre dans l'idée, c'est normal qu'il découvre des trucs et
de la narration va se faire autrement. Après, faut aussi bien comprendre d'où ils partent et donc de quelles informations ils peuvent disposer au moment où ils font ce jet, quoi. Faut bien garder ça en tête. Si t'as juste des traces et que c'est des traces de pas, tout à fait normal avec des chaussures. Quel type de créature? C'est un humanoïde, voire un être humain potentiellement. Que si par contre tu vois des traces gigantesques de loup qui se transforment en traces de pieds petit à petit, on peut penser que c'est un loup-garou, je pense quand même. Voilà. Deuxième manœuvre qui est l'ité affûté. Évaluer une situation qui craint. Évaluer une situation qui craint. Je ne triche pas, c'est de mémoire. Qui est donc utilisé pour éviter les dangers qui menacent de manière assez claire. Ça peut être utile, que ce soit en situation, on va dire, calme, entre guillemets, ou en situation de combat, par exemple. C'est assez versatile, une fois encore, comme manœuvre. Et qui, d'expérience, est la manœuvre de base que les joueurs oublient le plus souvent. T'es sûr? Moi, j'aurais dit que c'était aider quelqu'un. On va dire c'est kiff-kiff. Ensuite, on a, plus straightforward, on a la carac coriace. Encaisser les coups et casser la gueule, si je dis pas de bêtises. Alors, non. Non. Qui est donc casser la gueule, oui, effectivement. Qui me permet de faire une parenthèse aussi sur les combats, qui est très important à prendre en compte je vois ce que tu veux dire, et effectivement, c'est crucial. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à gérer en tant que gardien, une fois encore, et j'ai dû nerf au fil de l'eau à la fois ma façon de jouer et le monstre en question, parce que j'ai fait one-shot l'équipe au premier ou deuxième scénar, je sais plus. Et j'ai fait la même connerie quand j'ai masterisé des années plus tard du masque. Je suis insupportable. Quand une chasseuse utilise casser la gueule, donc pour faire des dégâts à quelqu'un, souvent le monstre, mais pas forcément. C'est un échange de coups. C'est-à-dire que la chasseuse va se prendre des coups, quoi qu'il advienne. Et éventuellement, si c'est une réussite totale, l'un des effets qui peut être pris, c'est notamment de prendre moins de dégâts. Et donc, du coup, c'est très important de se dire que de base, c'est un jeu qui est vraiment asymétrique. C'est-à-dire qu'on gère pas les figurants de les sbires et les monstres comme on gère les chasseux. Et effectivement, dans le combat spécifiquement, faut pas être dans l'idée un coup moi, un coup toi, parce que si tu fais ça, les chasseux vont se prendre beaucoup de coups et ça va très mal se passer. La deuxième manœuvre de l'ité coriace, c'est protéger quelqu'un. Voilà, protéger quelqu'un, parce que voilà, ça parle de soi. Qui, une fois encore, est une manœuvre qui, éventuellement, si on fait un échec, peut être un peu mais t'aurais pu t'abstenir d'essayer d'aider? Non, jamais. Et donc voilà, effectivement, bizarre, la dernière carac qui permet d'utiliser de la magie. Et la magie, c'est la foire à Fabien Roussel. Totalement. La magie, pour le coup, on va en parler maintenant. Bon, déjà, magie de base, un truc important, qui est valable pour la plupart des manœuvres dans les PPTA, la magie, elle va réussir la plupart du temps. C'est-à-dire que même sur un 6-, il y a de grandes chances, c'est à la discrétion de la gardienne, mais sur un 6-, sur un échec, la magie elle peut fonctionner, c'est juste que ça va déraper. Et c'est un truc qui est, de manière générale, qui est présent beaucoup dans les PPTA. Les manœuvres souvent réussissent, c'est juste qu'elles vont pas forcément réussir comme on l'entendait, ouais. Comme on l'entendait. Les seules fois où vraiment les échecs sont véritablement des échecs, c'est quand ça peut pas réussir mais mal. Par exemple, protéger quelqu'un. Si c'est un 6-, ça va pas réussir à protéger quelqu'un de toute façon. Pas possible. Mais donc voilà, la magie, c'est, je pense que ce qui permet le plus d'imagination, pour le coup. Tu peux littéralement tout faire. Tu peux tout faire, sachant que utiliser la magie est une manœuvre qui permet de faire quasiment tout, à compter qu'on réussisse son jet. L'exception étant, si la magie qu'on cherche à faire est très puissante, c'est totalement autre chose. C'est ce qu'on appelle la magie souveraine. Tout à fait. La magie souveraine, qui est donc quelque chose qui est une discussion, c'est-à-dire les joueuses précisent, enfin les chasseuses, parce qu'on va en parler, on parle toujours des chasseuses, on parle jamais des joueuses. Les chasseuses précisent qu'est-ce qu'elles veulent faire, les effets qu'elles sont censées avoir, et derrière, la gardienne précise les conditions que qui doivent être réunies pour que cette magie fonctionne. Et elle fonctionnera. C'est-à-dire que l'une des conditions qui peut être choisie par les gardiennes, c'est qu'il faut faire un jet d'utiliser la magie, certes, mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que ça peut être des obligations. Il faut s'y faire à plusieurs, ou ça doit prendre beaucoup de temps, ou il faut des objets spécifiques. Des objets spécifiques et tout ça. Mais à la fin, potentiellement, c'est une magie qui fonctionne
sans avoir un lancer de dés. Si les conditions sont réunies, ça marche. Dit comme ça, quand même, c'est vachement balèze. Oui, non. Les gardiennes, ça arrange toujours pour que les conditions soient chiantes hein, et que ça fasse une bonne partie du scénar. Bah, clairement, c'est le but en fait. C'est si tu peux pas, si tu décides de ne pas affronter la créature head-on entre guillemets, et tu vas faire un rituel pour le bannir, mais du coup, faut se galérer à chercher les ingrédients, aller au bon endroit, au bon moment, avec le bon nombre de personnes, et faire un bon jet, et puis voilà. Et de toute façon, si les conditions à réunir ne sont, je cite, pas si difficiles que ça à réunir, dans ces cas-là, la gardienne rajoutera le fait de devoir utiliser la magie en plus, de toute façon. Oui. Ça reviendra pour compléter un petit peu, pour assaisonner la sauce. Mais typiquement, c'est ce qui se passe à chaque épisode de Charmed. Oui, en fait, c'est basiquement un épisode de Charmed. Voilà. Chaque épisode de Charmed, c'est en fait, on va utiliser la magie souveraine. Oui, parce qu'ils doivent aller chercher dans le livre des ombres, écrire la formule des fois, réunir je ne sais quelle. Enfin voilà, c'est vraiment. Des ingrédients, des conditions un peu abstraites. Il faut que ce soit la pleine lune. Donc voilà pour les caractéristiques. Sur cette première fameuse colonne, on a aussi ce qu'on appelle la chance. La chance, c'est une notion assez importante dans Monsters of the Week, et qui, une fois encore, est une mécanique que les personnes qui n'ont pas l'habitude ont tendance à ne pas utiliser. C'est bien dommage et très dangereux d'ailleurs. Ouais, mais ça fait peur aussi. Le contre-coup de la chance, c'est un petit peu désagréable. Enfin, disons que Michael Sand, tel qu'il a écrit dans le livret, je pense qu'il s'imaginait, la manière de s'imaginer les choses, il était clairement dans l'esprit, et je pense que c'est preuve que si lui était gardienne, en l'occurrence, il serait plutôt balèze sur les monstres qu'il met dans la tronche. C'est que la manière dont il a écrit dans le manuel, c'est presque si un personnage n'a plus de chance, de toute façon, il va finir par mourir parce qu'il pourra plus réduire ses dégâts à zéro. D'ailleurs, je réfléchis juste 2 secondes, hein, mais les comics et les films Hellboy sont peut-être aussi de bons exemples de Monsters. C'était dans les exemples aussi. J'avais donné beaucoup d'indices quand même, ça faisait déjà assez lourd, mais ça faisait partie. Il y a dans le manuel, dans ce qui est livré en exemple d'œuvre, il y a un paragraphe spécifique sur les bandes dessinées. Si tu veux. Ah bah oui. Ouais. C'est souvent ça se fait beaucoup dans le jeu indépendant, au sens large, parce que je trouve que Monsters of the Week est plus si indépendant que ça. Mais dans le jeu indé, souvent, maintenant c'est une pratique, tu cites tes références, comme ça tout le monde a les mêmes, tout le monde voit à peu près la même chose. Puis ça s'y prête beaucoup dans les PPTR. Parce que dans l'autre sens, s'il y a une œuvre culturelle que vous voulez adapter en jeu de rôle, si vous n'avez pas quoi faire, faites un PPTR en fait. Ça dépend. Moi, ce n'est pas le conseil que je donnerais. Clairement pas. Non, mais ça marche pour beaucoup, en fait. Oui, non, mais ça peut marcher pour beaucoup de choses, mais... Non, oui, effectivement, si tu veux adapter Midsommar en jeu de rôle, tu fais pas un PBTA, effectivement. Putain, tu pourrais faire un PBTA Midsommar. Si. Ce qui est drôle, mais si, justement. C'est absolument c'est littéralement ça. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais parce que, c'est qu'effectivement, Rituals, c'est Midsommar en jeu de rôle, et c'est effectivement un PBTA. Mais c'est un PBTA, si tu clignes des yeux trop longtemps, tu t'es pas rendu compte que c'est un PBTA. C'est vrai. Mais un peu comme Murderous Ghost. Tu sais, le jeu qui se joue exclusivement à 2, auquel on avait joué, où tu tires des cartes, etc. Mais en fait, c'est un PBTA. Sauf que tu décides du résultat que tu vas faire. Oui. Avec les cartes que tu as en main, mais voilà. Tu jettes pas les dés, tu dis je vais utiliser telle carte, et comme ça j'ai une bonne réussite. Mais t'as plus tes cartes. Mais pareil, si tu clignes des yeux, tu te rends pas vraiment compte que c'est un PBTA non plus, quoi. Voilà. Juste t'as les choix multiples, t'as les possibilités différentes d'échecs, de réussite partielle et de réussite totale. C'est la preuve que c'est un bon framework, c'est qu'on peut prendre ce qui nous intéresse. Oui, mais bon, en même temps, comme je trouve qu'il y a un jet de dés peut complètement changer le déroulement de tout le scénario. Selon ce que tu veux faire, c'est peut-être pas le meilleur format. À moins de vraiment très très bien cadrer ce que tu peux faire avec les réussites, les échecs, etc. Mais c'est peut-être pas la peine de faire un PBTA à ce moment-là. Ça dépend, la question est ouverte. Je dis pas que le PBTA est un mauvais format, mais il faut bien le maîtriser. En vrai, je pense que je me suis fourvoyé dans mon explication parce que c'est pas tant que c'est un bon format pour adapter une œuvre, c'est surtout un très bon format pour adapter des séries. Des séries où souvent il y a une quantité de personnages suffisante pour faire la longueur et qui justement a une certaine longueur, donc du coup, se prête très bien. Ouais, mais bon, après, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que un format, pas un format, mais un style de jeu plus linéaire et moins montagne russe
que le PBTA. Parfois, ça marche mieux. Enfin, ça dépend de ce que tu veux faire, de tes ambitions, de tes capacités, etc. Moi, je dirais pas forcément chercher du PBTA pour faire tout et n'importe quoi, clairement, puisque j'ai de mauvaises expériences en tant que meneuse. Bah, on ne peut pas tout faire avec le PPTA, mais je pense que c'est quand on ne sait pas trop quoi faire, ça peut être une piste à avoir. Moi, je ne le ferai pas. Ce serait vraiment pas mon premier réflexe, en tout cas. Je dis pas que je le ferai pas, mais ce serait clairement jamais mon premier réflexe. Mais donc, pour revenir sur la chance, pardon. La chance dans Monster of the Week permet de faire deux choses. Soit de transformer un jet de dés en 12, donc ce qui est fort. Réussite, ce qui est fort. Soit de réduire les dégâts en 0. À 0. Fort aussi. Qui peut sauver la vie. Sachant que on a 7 points de chance en démarrage. Alors, c'est pas le cas dans les livrets de base, mais il me semble avoir déjà vu des livrets de fans notamment, où il y a certaines cases de chance qui sont cochées préventivement. T'as ça pour les pré-tirés de one-shot. En général, tu mets moins de points de chance, Aussi. parce que si tout le monde a 7 points de chance sur un one-shot, ça a aucun putain de sens. Oui, tout à fait. C'est le cas aussi sur les one-shots. Sachant que plus les points de chance sont utilisés, plus on se rapproche de la poisse. Et si une chasseuse a plus aucun point de chance, c'est le signal pour l'Igardienne de dire alors ce personnage-là, le karma va s'acharner dessus jusqu'à la fin. Et oui, t'as trop tiré sur la corde. Voilà, c'est le retour de bâton et c'est la fin de la fin. Sachant qu'il y a certains livrets qui ont un effet spécial lié à la chance. Par exemple, l'élu, à chaque fois qu'elle dépense un point de chance, la gardienne fait intervenir sa destinée. L'épouvantail, à chaque fois qu'elle utilise un point de chance, ses côtés obscurs s'aggravent. Ça peut y aller fort. La chance peut aussi être liée à des mécanismes spéciaux selon certains livrets. Ensuite, toujours dans cette première colonne, on a les dégâts, après, qu'on a un peu évoqué jusqu'à présent, mais on va aller un peu plus dans le détail. Un être humain normal, ça peut prendre jusqu'à 7 points de dégâts. Au 8e point de dégâts, il meurt. Sachant que, à partir du moment où on a entre 1 à 3 points de dégâts, à partir du moment où on se repose, les dégâts se résorbent d'eux-mêmes. À partir du moment où on arrive à 4 de dégâts, il devient instable. Et à partir du moment où on est instable, si on ne reçoit pas de soins, les blessures s'aggravent. On prend des dégâts régulièrement et ça peut aller très vite parce que 7, ça va très vite. Hein, on se dit, il y a des monstres qui nativement peuvent faire 3 de dégâts. Là, tu te dis, on a intérêt à ce que ça aille rapidement. C'est pour ça c'est un truc aussi avec Monster of the Week, je trouve est un petit peu entre deux eaux, c'est que il y a cette écriture qui encourage à se dire, les chasseuses vont aller casser du monstre. Mais dans l'exécution, dans les faits, si le groupe fonce la tête baissée face à un monstre, la campagne va être très courte. C'est-à-dire, ne serait-ce que sans aller cerner les points faibles du monstre, ça sert à rien d'y aller, à moins que tu aies un divin. Parce que justement, le divin a une capacité de mon arme est toujours la faiblesse d'un monstre et mon corps est toujours la faiblesse d'un monstre. Parce que oui, les monstres ont toujours une faiblesse. Pour le coup. Et ça fait double dégâts, c'est ça, je m'en rappelle. Oui. C'est ça. Après, ça c'est la version de base. Oui. Les gardiens éventuellement peuvent interpréter ça autrement. Bah oui, tu pourrais très bien dire, tant que tu n'utilises pas la faiblesse, ça ne fait rien au monstre. Voilà, et surtout, je crois que tu ne peux pas le tuer si tu n'utilises pas sa faiblesse, je crois. C'est possible. Je ne me semble pas l'avoir relu, mais ma lecture de la deuxième partie du manuel a été diagonale. Enfin, tu sais, genre, il me semble, hein, après, tu peux peut-être le chasser, mais tu peux pas régler le problème définitivement, en fait, si tu n'utilises pas la faiblesse. Enfin, ça dépend peut-être des monstres aussi, ouais. Je ne sais pas. Moi, j'ai jamais mené du Monster of the Week de toute façon, donc je serais bien en peine de te dire si ce que je dis est pertinent ou pas. Tous les menages que j'ai pu faire, à chaque fois, j'avais des joueuses qui étaient très bien éduquées. Ils cherchaient toujours la faiblesse de toute façon. Merci. Pas du tout modeste. Je t'en prie. Pourtant, c'était tout le temps toi du groupe qui avait cette initiative, donc bon. Bah, vu que je jouais l'expert aussi, ça joue. Voilà. Ça s'y prêtait clairement. Mais du coup, il y a certains livrets où la répartition des dégâts va être différente. Typiquement, jouer le monstre, par exemple, ou dans les livrets officiels supplémentaires, c'est la créature qu'elle s'appelle, je crois. Ouais. Où la répartition des dégâts va pas être la même. Typiquement, sur la fameuse table que je viens de citer, où tu étais joueuse, il y avait quelqu'un qui jouait un robot, en l'occurrence, qui était justement livret créature. Ça, déjà, il pouvait pas être instable, me semble, et il y avait pouvait prendre beaucoup plus de points de dégâts. C'est un livret, pas le livret en tant que tel, mais les manœuvres qui ont été choisies par ce joueur en l'occurrence c'était tel que c'était très axé combat en l'occurrence, très confrontation, ce qui était bien pratique.
Ce qui était beaucoup moins pratique quand par accident il a foutu un coup d'épée, longue épée à l'un de ses camarades. Accident. Les théories sont ouvertes. C'était moi d'ailleurs qui l'ai frappé, non? Oui, c'était totalement toi. C'est ça. C'était trop bien. Meilleure scène. Ouais. Meilleure interaction avec V41. Et sa brosse à dents, parce que son appelait sa brosse à dents. Oui, puisqu'il a sorti de sa bouche, je crois. C'est stupide. Oui. Que de souvenirs. Ouais. Dernier élément de cette première colonne, du coup, il y a le galon. Le fait de prendre des galons, c'est l'expérience dans Monster of the Week. Il y a deux façons de récupérer de l'expérience dans Monster of the Week. C'est d'abord, si on fait un 6-, ça paraît que c'est quelque chose qui est très présent dans les PBTA, Oui. on prend de l'expérience quand on fait un échec. Ce que j'aime bien comme mécanique, parce qu'il y a un peu cette idée, si tu réussis tes jets, t'as pas besoin de d'amélioration en fait. C'est ça, on apprend de nos erreurs. Et puis une autre façon de récupérer de l'expérience, c'est en fin de séance. En fin de séance, en l'occurrence, Le il y fameux a questionnaire. 4 questions qui sont posées. Avez-vous démêlé le mystère en cours? Avez-vous sauvé quelqu'un d'une mort certaine, voire pire? Avez-vous pris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde? Et avez-vous appris quelque chose de nouveau et d'important sur l'un des chasseurs? Parce que il y en a qui ont des secrets. Et donc, si un chasseur donné répond oui à une ou deux questions, il coche une case d'expérience. Et si elle répond oui à 3 ou 4 questions, il coche 2 cases d'expérience. Sachant qu'à 5 cases d'expérience, vous pouvez prendre une amélioration. Ça, la transition est toute trouvée sur notre dernière colonne au verso, qui est donc réservée aux améliorations. Les améliorations, en l'occurrence, pareil, elles dépendent des livrets. Cependant, il y en a qui sont tout le temps présentes, qui sont donc gagnées +1 dans une stade donnée, bien précise, avec un maximum de +3. Prendre une manœuvre du livret actuel. Prendre une manœuvre d'un autre livret, ça c'est une mécanique que j'aime beaucoup, je trouve, parce qu'on peut... ça a la possibilité. Et puis après, potentiellement, d'autres améliorations qui sont propres au livret. Sachant que chaque amélioration ne peut être prise qu'une seule fois. Alors du coup, il y a des améliorations qui sont doublées, c'est-à-dire qu'elles sont écrites 2 fois dans le livret. Du coup, chacune individuellement ne peut être prise qu'une seule fois. C'est le cas des augmentations de caractéristiques, je crois qu'on peut les prendre 2 fois, non? Ah non, en l'occurrence, non. En l'occurrence, c'est prendre un mouvement d'un autre livret, tu peux le prendre 2 fois, par exemple. Ouais, et les manœuvres d'un même livret, souvent tu les prends 2 fois. Après, il y a des variations sur les livrets, mais souvent c'est celle-ci. Après, une fois qu'on a pris du galon, qu'on a pris 5 fois des améliorations, on a bien avancé dans la campagne déjà, ou on a bien foiré ses jets, c'est possible aussi. Oui, ça peut se faire en 10 minutes. Faites-moi confiance. J'en connais qui ont beaucoup pexé. Oh là là, oui. On peut prendre ce qu'on appelle des améliorations avancées. Pareil, les améliorations avancées, il y en a qui sont propres au livret et il y en a qui sont tout le temps présentes. Il y a le fameux gagner +1 dans n'importe quelle caractéristique, ce coup-ci, toujours avec un maximum de +3. Changer le type de chasseuse, donc on change de livret, sachant que la gestion du changement de livret n'est pas expliquée dans le manuel, c'est à la discrétion de la gardienne de voir qu'est-ce qui est perdu, qu'est-ce qui est gardé. Faut voir ça, ce qui est pertinent narrativement. Parce que de toute façon, vu que les chasseuses vont pas évoluer à même rythme, il est évident qu'il va y avoir parfois des gens qui ont beaucoup plus de manœuvres que d'autres, beaucoup plus de ressources que d'autres, et c'est pas forcément un problème, vu que tout le monde fonctionne en groupe. Ouais. Et non, je suis plutôt vraiment une partisane. Tant que c'est logique que ça garde, on garde. C'est vrai. Mais typiquement, voilà, un parano qui a un repère, bon, s'il change de livret et qu'elle devient magicienne, il n'y a pas de raison qu'elle perde son repère. C'est vrai. Pas de bon sens. Il y a aussi la possibilité de créer une seconde chasseuse pour pouvoir la jouer en plus de celle-ci. Pas en même temps, hein, mais selon les scénarios. Enfin, effectivement, ce serait possible. En même temps, ça dépendrait de si les joueuses et les gardiennes se sentent d'attaque pour ça. Ça me semble assez compliqué à faire. C'est pas évident. Mais voilà, ça peut permettre de varier la sauce selon les scénarios. Et puis aussi de faire plus de narration, bien sûr. Il y a pareil toujours présent en amélioration avancée le fait de pouvoir cocher 2 manœuvres de base comme avancées. Oui. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça donne un nouveau type de résultat, c'est-à-dire que sur un 12+, ça fait un résultat encore meilleur. Donc les manœuvres de base, c'est celles qui sont connectées qu'on a évoquées tout à l'heure. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive... C'est spécifiquement pour cette raison-là que les points de chance ne transforment pas les jets en 10+, mais spécifiquement en 12. Parce que ça active du coup
L'action avancée, absolument. Et puis, dernière amélioration avancée qui est toujours présente dans tous les livrets, c'est la retraite bien méritée. Donc on arrête avec ce personnage-là, quoi. Ce qui est bien de donner une fin narrativement positive à un personnage, et pas de le Totalement. faire user jusqu'à la corde. Mais Totalement. bon, c'est vrai que dans le cadre d'une campagne et tout, bon, il y a des moments où ça peut s'y prêter, je suis d'accord, mais c'est pas ce à quoi on pense initialement Ouais. en récompense d'amélioration avancée. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas bête des fois. Oui, non, totalement. Oui, on notera que, ça je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, mais je fais un point d'honneur à le repréciser, il ne faut pas se sentir restreinte par l'utilisation rigide du système, notamment à la créa, c'est pour ça que je l'évoque maintenant. C'est-à-dire que s'il y a un équipement qui est logique vu le concept de l'équipe, et qui n'est dans qu'un livret, bon, on rajoute tout simplement. Typiquement, si le concept de l'équipe, c'est un groupe qui vadrouille, qui est en road trip et qui va à la recherche des monstres, Oui, ils ont un véhicule. ils ont un véhicule nécessairement. Là, on rajoute le Scooby Van et puis voilà. Et c'est valable de manière générale. La gardienne. La gardienne, alors un truc quand même qui est important à rappeler, Monster of the Week, c'est un jeu d'improvisation. Donc il va falloir improviser. Message à toutes les gardiennes, vous ne pourrez pas tout préparer à l'avance. Mais Clairement. on vous aime bien quand même. On prépare, alors ce qu'on prépare à l'avance, on prépare les monstres, les lieux et les figurants, les sbires, dans leur identité, mais c'est tout. Il y a juste les grandes lignes, en somme. Bon après, si on commence à bien connaître ces joueurs, on peut anticiper les réactions qui vont avoir lieu, donc on peut s'imaginer, on peut mettre plus de réflexion à tel type d'action en disant il y a de grandes chances que ce soit ça. Le plus probable, c'est surtout que vous soyez surprise par le joueur, clairement. Il y a 3 priorités pour la gardienne. Les points, c'est un peu les points essentiels à garder en tête. Que ce soit à la préparation ou à l'exécution pour l'improvisation. Il faut rendre le monde réel, jouer pour voir ce qui se passe. On raconte une histoire dans Monster of the Week. Et rendre l'existence des chasseuses dangereuse et effrayante. Un nombre de commandements, entre guillemets, de la maîtresse de cérémonie ou de la meneuse. T'as ça, moi je me rappelle de soyez fan des personnages aussi. Mais je vais venir. Parce que ça, c'était que les priorités. C'est assez simple. Maintenant, on va arriver aux commandements, Voilà. qui sont au nombre de 12. Mais c'est ça, voilà. Les 12 principes de la gardienne. Il faut ajouter de l'horreur à des situations quotidiennes. Parce que oui, je l'ai pas précisé, mais de base, Monster of the Week se passe dans notre époque contemporaine. Oui, alors tu peux le modifier, mais c'est pas grave. Enfin, la vie quotidienne, c'est pas forcément contemporain, c'est juste Bien sûr. un peu de mystère. Et même si on prend une table Scooby-Doo, donc dans le monde contemporain quand même, c'est vrai, mais bon, il y a de l'horreur dans Scooby-Doo, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y en a pas. Mais... Sauf dans un fameux spécial Halloween où il y avait véritablement du surnaturel. Ça a existé dans Scooby-Doo. Qui était un très bon épisode d'ailleurs. Vous adressez aux chasseurs et pas aux joueurs. Utilisez des manœuvres de gardiens. Parce que oui, les gardiennes ont des manœuvres, mais jamais leur nom. On ne cite pas les manœuvres de gardiennes. Être fan des chasseuses, ça tu l'as cité. Oui. Bâtir une mythologie cohérente du monde au fil des parties, ce qui était tellement péché mignon que dans le premier scénario, je vous ai quand même balancé 4 groupes de PJ importants différents avec un total du coup de 9 figurants. Tout c'est important pour la suite. C'est le problème en fait, quand tu prépares une trop grosse mythologie, tu risques de faire du lore dumping en fait. Et ce qui était totalement lourd sur ce premier scénario. Autre principe, autre commandement, ne rien garder en sécurité. Tuez des figurantes et des sbires, incendiez des bâtiments, assurez-vous que les mondes périssent, rien n'est sûr. Ensuite, donnez un nom à tous les individus qui sont rencontrés et leur donner l'air d'être des personnes normales. Oui, normal. Oui, plus ou moins. Pour les personnes qui ont joué à Baldur's Gate 3, typiquement pour figurer le fait que le sbire à la con que vous allez dégommer avec une boule de feu, que vous allez juste looter et l'oublier, si vous avez fait attention, il a un nom chaque fois. Tous. C'est vrai. Tout a un nom. Pareil pendant Monster of the Week. Tout doit avoir un nom. Tout a une existence en dehors de l'histoire. Ensuite, il faut poser des questions et construire à partir des réponses qui vous sont données. Ça, on va potentiellement y revenir, mais les parties de Monster of the Week, ce sont des discussions. C'est des échanges. Ensuite, il faut donner parfois aux chasseurs ce qu'ils ont mérité, pas ce qu'elles voulaient. Ça peut être positif ou négatif, on notera. Oui. Il faut songer à ce qui se passe hors champ, parce qu'une fois encore, le monde existe en dehors de l'action. Il ne faut pas toujours décider de ce qui se passe. Parfois, c'est plutôt sain et totalement dans l'esprit PBTA de demander aux joueurs qu'est-ce qui se passe. Et pour finir, il faut créer des menaces partout. Donc ça fait partie, ça et les principes, enfin les priorités.
C'est un truc, vous prenez une capture d'écran, vous la mettez dans un coin et vous la gardez en tête tout le long, et de l'écriture et du scénar. Mais c'est vrai que c'est hyper important, t'as vraiment besoin de penser à ça. Et moi, alors, c'est des bons conseils, hein, c'est vraiment très bien, mais t'as 15 trucs à garder en parallèle à l'esprit en même temps que tu masterises en plus. Sachant que tu masterises en plus un truc sur lequel t'as pas tant de prise que ça. L'équilibre, enfin l'exercice, pardon, est un petit peu laborieux parfois. En tout C'est cas un coup de main. pour moi qui ai l'habitude d'une masterisation plus classique, plus despotique presque, j'ai envie de dire, c'est pas toujours évident. C'est bien vrai. Alors du coup, pour la gardienne, quand elle écrit un mystère, c'est d'abord une accroche. Donc il faut gérer l'introduction au mystère. Quel est l'élément qui va indiquer au groupe que il y a quelque chose à enquêter. Et puis après, en termes de préparation, c'est des menaces et un compte à rebours. Quand je dis menace, c'est le terme générique qui comprend les monstres, les sbires, mais aussi les figurantes et les lieux, qui sont considérés comme des menaces. Donc là, je vais essayer de pas être trop lourde, je préviens à l'avance, mais disons que c'est beaucoup de listes que je vais pas tous les préciser, mais quand vous lirez le manuel, c'est beaucoup de listes, faut pas en avoir peur. Pour ceux qui ont un problème avec les listes, je sais qu'il y en a. Tout d'abord, les monstres. Donc un monstre à l'écriture, c'est une description, un type de monstre avec une motivation, des pouvoirs surnaturels, et puis tout ce qui est attaque, armure, dégâts nécessaires pour le tuer, ça ou ses faiblesses, et éventuellement des manœuvres personnalisées. En tout, le manuel de base décrit 12 types de monstres qui ont chacun des motivations dans lesquelles vous pouvez piocher. Voir, avoir un focus. Alors, les types de monstres, ça peut être reproductrice, donc qui cherche à donner naissance ou à engendrer le mal, tout comme ça peut être sorcière qui cherche à usurper des puissances surnaturelles, par exemple. Sachant que l'antipode, c'est la bête qui cherche juste à se déchaîner, et de l'autre côté, pas la destructrice. Si la destructrice, dont la motivation est de provoquer la fin du monde. Bah, c'est vrai qu'il ne le fait pas. 2 écoles. Oui. Ensuite, comme autre type de menace, on a les sbires. Donc les sbires assistent le monstre. On l'aurait pas deviné. La caractérisation d'un sbire, c'est la même qu'un monstre. C'est-à-dire description, type, pouvoir. Sauf qu'il y a beaucoup plus de choses optionnelles. C'est-à-dire que les pouvoirs surnaturels, s'il y en a, c'est pas une obligation. Alors que le monstre en a nécessairement. Pareil, les faiblesses, les sbires n'en ont pas forcément, mais ils peuvent en avoir une. Et puis évidemment, les manœuvres, les manœuvres personnalisées sont toujours optionnelles. Pareil, il y a 10 types de sbires qui peuvent aller de l'assassin qui est là pour tuer les chasseuses ou l'éclaireuse qui est là pour suivre, observer ou rendre compte, par exemple. Les figurants, mes préférés, mes chouchoutes, les figurantes c'est beaucoup plus léger en termes de création, en tous les cas, vu qu'ils ont besoin d'un nom, d'une description et d'un type. Après, on brode autour, bien sûr. Oui. Les types de figurants, il y a 9 types de figurants. Mais pour moi, ces 9 types de figurants peuvent être redivisés en 2 grands surtypes de figurants. Ceux qui vont être utiles et ceux qui vont être des plaies, communément. Parce que comme type de figurant, on a par exemple la victime, dont la motivation inconsciente est de se mettre en danger. Oui. Moins le rôle de narration va de se mettre en danger. Alors que dans l'autre sens, on a comme type de figurant la témoin, dont le but est de révéler des informations, ce qui est très pratique. Après, on a, pareil, un truc qui est très drôle à jouer, on a la commère, dont le but est de propager des rumeurs. Bien sûr. Sachant que, un truc qui est très important, c'est que ce sont les noms qui sont donnés, ce sont des noms qui aident à la création, qui servent de stéréotypes. Mais ce qui est important surtout, c'est les motivations qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, par exemple, l'officiel, son but c'est d'être méfiant, et on peut avoir un figurant dont le but est d'être méfiant, ça va être en termes de type un officiel. Dans l'exécution d'un point de vue RP, ça n'a pas besoin d'être un personnage qui a un statut officiel, tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, oui. C'est en fait, la motivation qui compte. C'est une catégorie de motivation, ça représente pas le statut réel de la personne. C'est ça. Typiquement, dans cette fameuse campagne, il y avait un personnage que j'avais beaucoup aimé, que je vous avais fait découvrir, qui s'appelait la vieille commère. Oui. Que même le FBI connaissait pas son vrai nom d'ailleurs. C'était ma copine. Voilà. Et qui n'était pas de type commère en tant que figurante, elle était de type témoin. Oui. Vu que c'est elle qui avait les informations. C'est elle qui avait ces informations. Elle cherchait pas à donner des fausses informations et à répandre des trucs faux, quoi. Elle avait même de manière très suspicieuse beaucoup trop d'informations. Beaucoup trop, oui. C'est pour ça que on va plutôt essayer d'être gentil. Et puis ensuite, pour les menaces, pour finir, on a les lieux. Les lieux, pour le coup, c'est un nom, une description, un type et sa motivation, bien sûr,
et de façon optionnelle, un plan si c'est pertinent, et une ou des manœuvres personnalisées si c'est pertinent, parce que oui, les lieux ont aussi des manœuvres. J'ai vu des lieux avec des manœuvres qui étaient tirées tout plus ou moins officielles, je fais waouh, mais c'est incroyable en fait. Sachant qu'un statut assez particulier, c'est que des fois, alors c'est pas un truc à faire pour votre premier mystère, je le dis tout de suite, mais le monstre peut être un lieu. Oui. Mais c'est un peu plus délicat à faire. Bah, ça dépend. Bah, en one shot, en vrai, ça peut se faire, hein, je trouve. Ouais. Mais bon, enfin, disons que ça nécessite un peu plus d'être à l'aise, quoi. On peut être à l'aise dès le début. Hein. Oui, bah, limite, je trouve ça plus abordable. Enfin, moi, comme ça, de prime abord, je trouve ça plus abordable un monstre lieu qu'un monstre classique. Ah ouais. Ah, je sais pas. Pas parce que au final, j'ai que l'environnement à gérer, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Donc, il existe, vous savez bien, plusieurs types de lieux. Il existe 10 types de lieux qui sont caractérisés par le manuel. On peut avoir, par exemple, le carrefour. Du diable, bien sûr. Bien sûr, le fameux. Le fameux. Donc un carrefour qui est là pour rassembler, dont la motivation est de rassembler des gens ou des choses. Comme on peut avoir le laboratoire qui crée l'étrange, ou le dédale qui est là pour embrouiller ou séparer. Un truc que j'ai pas précisé aussi, du coup, c'est que ces 4 types de menaces, les lieux, les figurantes, les spires et les monstres, ont aussi des manœuvres de base qui leur sont propres. J'ai décidé de pas les détailler ici parce que je trouve que c'est déjà beaucoup de listes. Beaucoup trop long. Déjà l'épisode ça va pas long, hein. je vois le temps qui l'épisode va être très long, et ça vous apportera rien pour découvrir vraiment le jeu en tant que tel, dans l'absolu. Mais voilà, il y a des parce que je disais que les manœuvres personnalisées étaient optionnelles, mais ces types-là ont aussi des manœuvres qui leur sont propres, bien sûr. Alors, tu vois, il y a un truc qu'il me semble tu n'as pas dit, c'est que en tant que meneuse, on ne jette jamais les dés. Oui, on ne jette jamais les dés. Alors effectivement, il me semble que je l'ai un peu plus loin dans le script. Parce que effectivement, là tu parles de toutes les manœuvres manœuvres et spéciales et communes des différents types de menaces, mais en fait, on ne jette pas les dés, on les exécute parce que la situation s'y prête. Enfin, pareil, t'as des lois à suivre en tant que meneuse, donc tu peux pas faire une manœuvre n'importe quand, mais bon, tu peux en faire souvent. D'ailleurs, parce que de la même manière que d'un côté chasseux, il y a certaines manœuvres qui ne nécessitent pas de lancer de dés, en l'occurrence côté gardienne, l'intégralité des manœuvres sont juste comme ça. Elles ont lieu. Un dernier point qui est important à la création de mystère, c'est le compte à rebours. Ah oui. Parce qu'en vrai, c'est ça que les chasseuses vont devoir stopper, c'est le compte à rebours. Puis techniquement, c'est aussi ça, tu sais, dans le commandement, faire attention au hors-champ. Ça, c'est l'outil pour le tenir en fait. C'est totalement ça. Parce que chaque mystère est une course contre la montre. Si on arrive à la fin du compte à rebours sans arrêter le monstre, c'est la fin, c'est perdu, la catastrophe a lieu. Catastrophe de format divers selon la menace. Bien sûr. Alors, pour éviter de mettre fin à la campagne faute de fin du monde, il est possible que la situation soit stabilisée par une entité extérieure, mais ce sera jamais sans conséquence. Bien sûr. Pour le coup. C'est quand même un échec cuisant. D'un point de vue écriture, les différentes étapes sont décrites avec la durée du jour, c'est-à-dire on parle le jour, c'est au début, puis il y a la pénombre, le crépuscule, le coucher de soleil, la tombée de la nuit, et à minuit c'est la fin. En l'occurrence. Ça c'est pour se repérer. Après le vrai compte à rebours il peut être d'ailleurs souvent sur plusieurs jours, sur des jours divers, voire même moins d'une journée potentiellement. C'est un peu plus délicat à faire. C'est une durée variable et donc à chaque étape c'est un milestone en l'occurrence. On rajoute un cran, la menace avance un peu plus dans son but, qu'il soit conscient ou pas d'ailleurs. Et plus on avance, plus les choses vont être délicates. Moi personnellement, ça dépend des mystères, hein, évidemment, faut voir ce qui s'y prête, mais ce que j'aime bien à l'écriture, c'est plus on avance dans le compte à rebours, plus le monstre va être puissant. Oui, ou résistant. Ça fonctionne bien, effectivement. Ça marche bien. Ouais. Ça fonctionne bien, et une fois que les joueurs, pour le coup, là je parle des joueurs, se rendent compte que ça fonctionne comme ça, au bout de 2-3 mystères, ils ont pris le coup, ils font le compromis entre on essaye de préparer, il va peut-être pas falloir faire des troupes. Mais ça peut être aussi, par exemple, des dégâts extérieurs qui sont faits, ou une figurante qui se fait enlever, ou voire qui meurt d'ailleurs, parce que quand on arrive loin, parfois il y a des dégâts irrémédiables, bien sûr, sans forcément arriver à minuit. On l'a évoqué, la gardienne a aussi des manœuvres qui lui sont propres, bien sûr. Pareil, je vais pas en faire la liste, elles sont assez longues, mais c'est des choses qui, entre guillemets, un peu de soi. C'est bien de les avoir pour se donner des idées, mais en vrai, techniquement, si on fait 100 et qu'on y va au fil de l'eau, enfin, on les exécute sans s'en rendre compte. Parce que c'est des choses comme les séparer, révéler un problème, infliger des dégâts, retourner leurs manœuvres contre eux, c'est toujours très drôle. C'est toujours très drôle, mais il faut toujours se souvenir de ce commandement. La gardienne est fan des chasseux. Oui. Ce sont les personnages principaux de l'intrigue. Là, du coup, on a fait un peu le tour, mais quand même pour situer le déroulé en soi d'une séance. Une séance, ça dure... Enfin, un scénario, ça dépend comment vous l'écrivez, mais de base, un mystère
de Monster of the Week, ça dure entre 2 et 4 heures, souvent. Donc le but des chasseurs, c'est toujours de trouver les monstres et de les arrêter. On a l'accroche, si on va dire qu'un mystère, une séance, bien sûr, ce sera plus simple. L'accroche, ils commencent à enquêter, ils doivent enquêter, trouver le monstre et les arrêter. Et la séance est toujours dans le dialogue. Il y a l'accroche de base, les joueurs agissent, la gardienne réagit, etc., etc., et ça réagit à l'action de l'autre. Et c'est vraiment une conversation. Donc j'ai juste à parler des arcs, car de la même manière que même dans les séries pas à suivre, sauf les séries pas à suivre humoristiques, mais c'est un cas particulier, mais même les séries pas à suivre de type Monster of the Week, comme Charmed ou Buffy, tout ça, il y a toujours tout de même des fils rouges. Oui. C'est quand même une évolution sur le long terme. Et ces fils rouges, ils sont présents dans Monster of the Week aussi, c'est ce qu'on appelle les arcs. Et donc c'est une mécanique d'écriture qu'il faut, pareil, garder en tête parce que ça permet de faire évoluer le monde, en l'occurrence, et aussi d'impliquer de manière plus directe, potentiellement, les chasseux. Alors, les arcs sont pas forcément liés aux chasseux, mais ça peut être une manière très intéressante de les impliquer de manière très forte dans la narration. Vu que les mystères en tant que tels sont très renfermés, les arcs permettent comme ça d'avoir potentiellement des arcs qui sont liés aux chasseurs, et donc du coup d'avoir cette évolution en filigrane. Ça devient personnel. Voilà, qui agit sur certains mystères. Oui. Typiquement, moi c'est ce que j'avais voulu faire sur cette fameuse campagne, qui s'est malheureusement arrêtée au dernier moment, parce que j'avais prévu 3 saisons, que j'avais pas écrites à l'avance, mais j'avais les idées, et chaque saison était centrée sur un personnage. En l'occurrence, la première qu'on a commencé à jouer était basée sur El Famoso V41, justement. Oui. Et ce qui commençait à apparaître, vu que vous aviez commencé à croiser des robots qui leur ressemblaient, et donc il laissait sous-entendre que son fameux créateur était peut-être pas si mort que ça. Mais écoute, là, de toute façon, le joueur de V41 nous écoute, hein, on le sait, et puis c'est sûr qu'un épisode sur Monster of the Week, il va l'écouter. Voilà, on pourrait essayer de relancer ça une fois qu'on aura fini notre campagne en cours. C'est une possibilité. Eh oui. On en arrive enfin, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je vois le temps qui passe, la longueur de l'enregistrement. On en est enfin à la conclusion. Moi, personnellement, Monster of the Week, je suis tout à fait honnête. À la base, quand j'ai commencé à vouloir être MJ, j'avais plein de projets de campagne de donjon. Et je sentais que j'avançais pas. Je me suis dit, tiens, en attendant, je vais faire une petite campagne de Monster of the Week. C'est vraiment un système que j'aime beaucoup. Ça a été une grande découverte pour moi, c'est un système de base, je suis tombé un peu amoureuse des PBTA, donc voilà, et c'est par Monster of the Week que ça m'est arrivé. Je trouve que j'aime beaucoup cet équilibre en termes de narration, et puis je trouve que Monster of the Week est assez permissif pour le coup, ça permet des histoires assez intéressantes, et voilà, qui laisse une certaine liberté aux joueurs, tout en permettant une certaine créativité de la part de la gardienne. Après, tu l'as évoqué en filigrane tout à l'heure, mais effectivement, et ça c'est quelque chose qui est assez propre aux PPTA de manière générale, les PPTA ont ce côté un petit peu gris, ou enfin, voilà, un petit peu ambivalent, où c'est des systèmes qui se veulent très narratifs, et qui pourtant sont écrits d'un point de vue règle de manière très carré. Ah oui. Et donc ça peut perturber parce qu'on ne sait pas forcément sur quel pied danser, parce qu'effectivement on peut se sentir enfermé par ces règles alors qu'on encourage à être très narratif. Ça nécessite un coup de main. Je fais une parenthèse, mais j'ai joué sur une partie d'Horrifique. En fait, au bout de... le meneur a rapidement laissé tomber les règles. Moi, j'ai essayé de les réintroduire à la fin, mais juste pour voir ce que ça allait donner. Et on s'en sortait mieux sans, quoi. Mais parce que c'était une table qui n'avait pas forcément l'habitude, en tout cas du côté PBTA de la chose. Donc t'avais vraiment ce système-là. Alors il y avait des cartes en plus pour les actions. Bon, c'est juste une question de présentation, hein, où t'avais les différents trucs et tout. Et donc j'ai essayé à un moment, parce que je voulais pousser le truc au maximum en essayant d'introduire les règles. Et on était déjà parti trop loin, tu vois, pour pouvoir revenir dessus. Et on a eu une excellente partie, parce que toute la table était très créative. Il y avait... une autrice, il y avait un créateur de jeux de rôle et moi du coup à table, donc ça partait un peu dans tous les sens, positivement hein, je veux dire en termes de créativité, et c'était super cool. Mais si on s'était tenu aux règles, je pense qu'on aurait peut-être passé un moins bon moment. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes qui écrivent des PPTA souvent à un moment ou l'autre, et c'est le cas de Michelson d'ailleurs, ouais. A toujours ce moment de dire vous faites pas de build sur les règles. Je paraphrase, hein. Mais voilà, c'est un coup, faut prendre le coup de main ça peut être perturbant ce côté très carré, pourtant
allez-y discuter. Alors moi pour ma part, j'ai enfin terminé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'autre ou par la suite de teaser évidemment ton épisode? Évidemment que j'aurai à teaser le prochain épisode, ça c'est normal, c'est un rituel maintenant. Alors, c'est pas un indice, hein. Attention. Mais non, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai pris la parole tout au long de l'épisode, justement, quand j'avais des choses à dire. Je vais donc pouvoir teaser le prochain épisode. Écoute, je pense que tout ce que je vais dire, c'est que le titre du jeu mentionne très clairement les dragons. Je pense que c'est suffisant, et ça ne fait pas partie des indices que je vais donner. Ouais. C'est intéressant parce qu'on peut toujours se demander ce fameux va-t-il oser si tôt ou pas? Écoute, pourquoi pas? On n'est pas obligé de toujours parler de jeux hyper underground, pas connus, voire pas sortis pour certains. Donc voilà. Mais voilà, je dis juste... je peux dire que j'ai écrit 32 fois le mot dragon dans mon script. Eh oui, quand même. Quand même. Donc les dragons ont une importance réelle dans le jeu de rôle dont je parlerai la prochaine fois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'on peut dire au revoir, puisque 1h39 d'enregistrement. Oui, voilà. Je pense qu'on peut dire au revoir. On peut dire au revoir. Eh bien, gros bisous, et puis faites attention en lançant des dés à bien garder votre cool. Et n'oubliez pas que la vérité est ailleurs, évidemment.